Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Et aujourd'hui on continue notre série sur la création d'un jeu de A à Z. Et dans cet épisode, on va attaquer la création de la map de combat, donc celle qui est ici. Bon, j'ai toujours le problème de caméra, mais c'est pas grave. Donc on va avoir cette petite zone de départ dans laquelle on va popper. Donc là, comme je peux pas retourner la caméra, on le voit pas, mais en fait, derrière moi, là, il y a une palissade avec une porte. On va avoir, du coup, cette espèce de défilé rocheux, en fait, avec les zones de spawn. Donc là, on a la première zone de spawn de nos ennemis, qu'on a créée dans les épisodes précédents. Je vais juste leur latter la tronche. Voilà. Et du coup, on a un deuxième, donc on a une continuité du défilé, et ici on a une deuxième zone de spawn, donc dans une espèce de petite clairière en fait, dans laquelle on a d'autres ennemis qui ont spawné. Donc on va créer ça, et enfin, au bout de ce défilé rocheux, on va avoir la fameuse zone dans laquelle apparaît le boss, qui est ici. Et une fois qu'on l'a vaincu, on aura la safe zone qui est au bout, avec alors là si je peux passer. On a donc le portail de téléportation pour revenir à la base, et ici on aura le coffre avec les récompenses qui est posé là-haut. Avant de commencer, je vous rappelle que le Discord de la chaîne est disponible dans la description de la vidéo ainsi que sur la description de la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer avec le reste de la communauté, échanger sur les tutoriels, proposer les vôtres, partager vos projets et surtout être tenu informé de toutes les nouvelles sorties de vidéos et de live. Si vous êtes prêts, on est parti! Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est on va aller sur la map qu'on a faite la dernière fois, où on a nos différents orques et nos 3 zones de spawn. C'est surtout ça qui nous intéresse. Et on va remplacer ce sol par les éléments graphiques de notre jeu. Mais avant toute chose, la première chose qu'on va faire, c'est aller dans Project Settings ici, non, dans Plugins, pardon, et taper PCG pour Procedural Content Generation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer tout cela. Tous ceux qui ont cette icône là devant. Alors, je ne suis pas sûr qu'on les utilise tous, mais des fois ça débloque certaines fonctionnalités, donc par défaut, je préfère tous les prendre et on restart now. Donc là, mon éditeur va redémarrer et on va créer un premier PCG aujourd'hui. Donc la génération procédurale de nos chaînes de montagne, parce qu'on va pas s'amuser à poser. Alors ici, vous appuyez sur les petits Add Entry ici, et ensuite vous faites Clear et vous pouvez fermer. Ensuite, vous pouvez fermer ça. Donc on va pas s'amuser à créer les chaînes de montagne manuellement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le Content ici, faire un clic droit, New Folder, qu'on va appeler PCG. Et comme d'hab, lui donner une petite couleur. Voilà, un turquoise. On va aller dedans et on va faire un clic droit. Et maintenant, vous avez normalement ce PCG là qui est apparu. Et vous allez prendre un PCG Graph. Et on va partir sur un Default Empty Graph, donc un vide. Initialize from Template. Et on va l'appeler PCG underscore mountain chain. Et save all. On va avoir besoin d'autre chose qu'on va ranger dans les blueprints. Et ici, on va faire un new folder qu'on va appeler. Alors, ça m'embête de le mettre là en fait. Parce que lui, il va devenir vraiment complet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester dans le PCG ici. On va faire un clic droit et on va créer un dossier blueprints. Puisque ce seront les blueprints qui sont utilisés uniquement par le PCG. Et du coup, on va créer un blueprint class de type actor qu'on va appeler BP
underscore mountain chain également. On va le save all et on va l'ouvrir. Alors, ce mountain chain, qu'est-ce qu'il va avoir à l'intérieur? Vous allez faire add ici et vous allez taper spline. Et vous allez prendre ce spline là, très important. Et on va également ajouter un PCG, celui-ci. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est qu'un spline? Un spline, en fait, c'est... attendez, je vais ralentir ça. Voilà, merci. C'est un segment, comme vous pouvez le voir, avec un point d'origine et un point de fin. Et en gros, si je duplique ce point, ça me permet de créer des lignes continues avec plusieurs segments. Donc là, je vais supprimer celui-là. On garde qu'un seul segment. Et en gros, ça permet de créer des lignes, des chemins, des choses comme ça, avec des segments de différentes longueurs. Et grâce au PCG, de par exemple venir positionner quelque chose entre deux points, sur chaque point, etc. Mais on verra ça plus en détail après. Dans dans cet actor, on va venir ici cliquer sur le PCG. Et ici, vous voyez que dans Instance, il vous demande à quel graphe vous voulez relier ce PCG. Donc nous, bien évidemment, on va prendre notre PCG Mountain Chain. Et on va compile et sauvegarde. Ici, vous laissez bien Generate Onload, très important. Et vous n'avez rien d'autre à toucher. On compile, on sauvegarde. Ok, et eh bien si tout est en place pour vous, on va attaquer la création du graphe PCG lui-même. C'est parti. Ok, donc vous allez double-cliquer sur votre PCG Mountain Chain pour l'ouvrir. Par défaut, voilà à quoi ressemble l'interface d'un PCG. Donc vous avez un input, un output, mais qu'on n'utilise pas en réalité. Nous ici, pour notre génération, on va avoir besoin de définir sur quoi on va se baser pour générer. En l'occurrence, c'est notre spline, donc get spline data. Ce node, il permet tout simplement de récupérer les informations d'un spline complet. Et l'avantage, c'est que chez nous, notre spline, c'est un actor. Donc ici, vous laissez bien en self. Le component selection, vous pouvez le laisser by tag. Et vous ne touchez à rien d'autre. On le garde tel quel, le getSpline data. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les données qu'on obtient de ce spline? Eh bien, en fait, il existe des nodes qu'on appelle des samplers. Les samplers, c'est eux qui permettent de réaliser une action sur les datas qu'on a en input. Donc nous ici, vu qu'on n'est pas sur de la texture ou un mesh, mais sur un spline, on va prendre le spline sampler. Et vous voyez que l'output du getSplineData et l'input du spline sont les mêmes. Logique, hein, c'est un spline. Donc on passe le spline à notre sampler. Et ici, on va modifier quelques petites choses. Au niveau de la dimension, on va garder onSpline. En gros, ça définit que le sampler ne peut agir que sur le spline lui-même et ne peut pas en déborder. Donc il se contente de rester sur le spline. Au niveau du mode, par contre, ici, on est sur un mode Subdivision. Alors, le mode Subdivision, en gros, il fonctionne sur un segment. Sauf que nous, c'est pas ce qu'on veut, parce que sur un segment,
en fonction de sa taille, on pourrait avoir plusieurs choses. Donc le subdivision, c'est pas possible puisque lui, il ne fait qu'un seul. Donc on va prendre distance, nous. Pourquoi? Parce que du coup, ça va être la distance entre deux éléments sur le spline. Le distance increment, on va mettre 600. Et on va pas toucher au reste. Alors, j'avais trouvé un seed qui était à peu près correct. Vous pourrez le... Alors, soit vous le retapez à la main, il est là. Soit vous jouerez après. Je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Mais vous pouvez même laisser par défaut. Ça va pas changer énormément la donne. Par contre, donc si je viens aujourd'hui dans mon battle map et que je prends mon blueprint mountain chain et que je le pose, vous voyez que mon spline est sur la map. Et ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur un point du spline pour l'agrandir. Donc là, je vais faire une ligne droite. Donc je fais Alt pour dupliquer pour créer un nouveau segment. Donc vous voyez que là, j'ai 1, 2, 3, 4 segments avec 1, 2, 3, 4, 5 points. Si je fais un clic droit ici et que j'active le debug ou que je clique dessus et que je fais D, vous voyez qu'il y a ce petit icône qui apparaît. C'est en fait le debugger. Et vous voyez que, alors on les voyait mieux avant, mais il y a des petits points jaunes qui apparaissent, des sections. Ce sont en fait les futurs points d'apparition de nos éléments sur notre spline. Seulement, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ces points avec un node qu'on appelle un transform, qu'on appelle un transform point. En gros, ce node, il prend les points qui sont générés par le spline sampler et il en fait quelque chose. Et alors la question, c'est qu'est-ce qu'on va vouloir en faire? Et bien en fait, on va ajouter de la rotation. Pourquoi? Parce que là aujourd'hui, si j'ajoute mes montagnes le long de ce spline, ils vont tous être orientés exactement de la même manière, avec un intervalle totalement identique. Et alors, ça peut fonctionner. Seulement, quand on fait du level design, on évite d'avoir trop de répétitions. Et là, clairement, si on garde le spline si on garde notre système tel quel, ça va être atroce. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, pour vous montrer, je ne vais pas le toucher. Je vais laisser le transform point tel quel. Et on modifiera les valeurs après. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec, avec ces points? Eh bien, on va vouloir spawner dessus des static mesh. Mais alors, quel static mesh me direz-vous? Alors, on va déjà ajouter le static mesh spawner, c'est lui. Et en gros, quand vous regardez ici, où qu'il est, dans Mesh Entries ici, ça, c'est un tableau dans lequel vous allez pouvoir ajouter une série d'éléments que vous allez vouloir spawner aléatoirement le long de votre spline que vous avez défini. Donc si tout est bon pour vous à ce niveau-là, on va importer nos mèches de montagne et on va les ajouter dans notre mountain chain. Donc, si c'est bon pour vous, on s'occupe de ça. Ok, donc pour le pack de montagne, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez venir récupérer ce petit pack de montagne. Il est donné gratuitement par le créateur. Sachez que vous pouvez également donner dans le Patreon. Si vous voulez au-dessus du 4K, vous serez obligé de donner, mais pour du 2K, c'est gratuit. Donc on va se contenter du 2K, déjà parce que de toute façon pour des questions de performance, ce sera 1000 fois mieux. Et pour avoir la gratuité. Donc, ici, on va extraire tout.
Voilà, je supprime le zip. Et à l'intérieur, nous, on va aller dans Unreal, extraire ce fichier-là également, et ouvrir le fichier qui est là. Parce que pour l'instant, dans le content, vous voyez, dans Asset Packs, Rock, elles sont là, mais si vous déplacez ça tel quel, il ne se passera rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le projet Unreal en 5.6. Ça va générer les fichiers. Donc on va attendre qu'il s'ouvre. Où est-ce qu'il s'est ouvert? Il s'est ouvert là, ça va. Et vous venez dans Mesh Optimized. On va prendre ceux-là. Donc vous les sélectionnez tous. Clic droit. Et là, vous allez faire Asset Action Migrate. Là, il va vous sélectionner toutes les dépendances, donc vous les gardez, vous faites OK. Et là, vous allez dans votre dossier, alors moi je ne sais plus où il est, affiché dans le répertoire de mon dossier ExaRPG. Je prends mon URL, je la colle ici, et vous sélectionnez le dossier Content ici. Ça va faire la migration de ces éléments-là dans le dossier Content. Donc là, il est en train de préparer, on va le laisser faire son travail. Plus vite, plus vite. C'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à déplacer. Donc l'avantage c'est que ceux-là sont les mesh optimized, ils sont déjà optimisés pour tourner dans Unreal de manière la plus légère possible et ils sont vraiment quali. D'ailleurs vous avez beaucoup de choses sur le site du créateur, donc n'hésitez pas. Je sauvegarde pas. Je reviens dans Exa. Dans mon dossier Content, vous voyez que maintenant j'ai le Asset Pack FS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer dans notre fichier Asset. Move here. Yes. C'est long. Voilà. Au moins, il est à sa place. Voire même, on peut même le mettre dans Mesh. Quoique, non, on va le laisser là. Donc, si l'importation s'est bien passée pour vous, on passe à la suite, l'utilisation de ces meshes dans notre spawner PCG. Ok. Maintenant qu'on est de retour dans notre PCG Mountain Chain, vous allez cliquer sur le Static Mesh Spawner. Et ce qu'on va faire, c'est que dans les Mesh Entries ici, on va en ajouter 4. Je ne sais plus combien j'en ai pris. Bon, bref, on verra. Vous savez quoi? On va déjà faire avec 2 et vous en rajouterez autant que vous voudrez. Donc, vous allez déplier le premier, déplier le descriptor, et ici, vous voyez que vous avez un champ pour le static mesh. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, on va aller dans notre asset pack FS, dans notre rock, mesh optimized, et on va prendre, idéalement, on va prendre des larges comme celui-ci, pour ne pas avoir besoin d'en utiliser beaucoup. Vous le mettez, vous l'affectez ici, et très important, vous descendez ici dans les collision presets et vous faites block all. Sinon, vous n'aurez aucune collision sur votre mesh. Et ça peut être un problème. Bah, vous allez tout simplement passer à travers. Le reste, on ne touche pas. On referme l'index 1, 0, pardon. On fait pareil avec l'index 1. Normalement, ouais, il y a celui-ci à côté. Static mesh. Et block all. On compile et on sauvegarde. Si je reviens dans ma map, ici, j'ai toujours mon spline. Et normalement,
je suis censé avoir voilà, mon PCG ici. Et si je fais Generate, il ne se passe rien. Porqué. Porqué de Tebas. Je vais regarder ce qui se passe et je reviens. Ok. Bah, c'était juste le seed qui était pourri. Donc, bah, si vous voulez recopier celui-là, allez-y. Parce que du coup, ça donne ça. Donc, on va faire quelques réglages. Mais il vous faut ce seed si vous voulez exactement la même chose que moi. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre ce point, qui est le point d'origine. On va l'étirer. Parce que, vous voyez que on est censé pouvoir en rentrer pas mal. Alors, c'est là où on va devoir ajuster. Au niveau du spline sampler ici, pour peut-être augmenter. Alors là, c'est un peu trop. 750 peut-être. 700. Alors un peu plus. 725. Voilà. Là, on est à peu près bien. Sachant qu'on peut toujours jouer de toute façon sur les espacements, hein. Vous voyez, là, si je tire encore, voilà. Donc, par contre, par rapport à ce que je vous disais, vous voyez que sans aucune rotation, on a quand même un problème, c'est que bah, les blocs se ressemblent énormément. Donc pour ça, on va revenir dans le transform point ici, et on va modifier les réglages ici. En rotation minimum, on va mettre 160 et en maximum 200. Voilà. Du coup, il se retourne, parce qu'en fait, nous, on voyait ça, pour faire simple. L'avant est un petit peu mieux, mais vous voyez quand même qu'on a une espèce de ressemblance. Donc ça, c'est causé par une seule chose, le fait qu'on n'utilise que deux des mèches de disponibles. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez plus de diversité, n'hésitez pas à en ajouter. Et après, vous jouez avec les points pour créer une chaîne de montagne. L'avantage aussi, c'est que si je prends celui-ci et que je le décale par là, eh bien vous voyez que je peux donner une courbure à ma chaîne de montagne. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qu'on veut. Donc on va essayer de donner une courbure un petit peu sympathique à la zone, et après on réglera les distances de points. Donc on va essayer de s'approcher de quelque chose comme ça pour notre zone de départ. Donc c'est pas grave hein, si on voit à travers. Après, c'est toujours mieux de cacher. Voilà, comme ça. Là on est pas mal. Là ok. Ici on est bon. Alors par contre, je voudrais que la zone de départ soit un peu plus étroite. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais. Ça marche si je fais ça? Ouais. Je vais dupliquer mon spline pour pouvoir avoir le même de l'autre côté et former le défilé rocheux qu'on aimerait bien avoir. Donc là-bas au bout, je vais resserrer comme ça puisque là on va avoir le portail qui mène à notre village de spawn. Donc on va faire comme ça. Ici, on va faire ça. Toi, on va te repousser un petit peu. On va ramener comme ça. Ouais, ouais, on est pas mal. Ça, c'est pas très beau par contre. Voilà, c'est mieux. Ok. Alors, peut-être que ici, on va agrandir un peu le tout. Ouais.
Et ce qu'on va faire, c'est que on va garder la zone de spawn à peu près par là. On va peut-être la décaler un tout petit peu. Je repars ici. Alors, juste une chose, faites quand même en sorte que le cercle, donc le diamètre le plus large de votre zone de spawn, ne touche pas les rochers du spline parce que ça peut provoquer des petits bugs au moment du spawn. Vous pourriez avoir des ennemis qui vont spawner à l'intérieur du roc et ouais, ça va foutre un bazar pas possible. Donc comme ça, là, on va peut-être resserrer. On va éloigner la deuxième zone de spawn, hein. Là, on va se faire une petite chaîne comme ça. Là, on va venir là. Et ici, on va commencer à tourner pour former une autre petite enclave. On déplacera celui-ci, hein. Ok. Là, on va peut-être faire un truc comme ça. Comme ça. Ok. Alors, c'est pas passionnant, mais je vous ai fait voter dans le Discord. Vous avez opté pour voir tout le level design. Donc, je vous montre tout. Voilà. Là, on va revenir par là. Comme ça, on va utiliser cette zone ici comme zone de spawn. Et vous voyez, l'avantage de faire ça avec des splines, c'est que du coup, vous pouvez vraiment customiser comme bon vous semble. Donc, on va faire ça comme ça. Ça, je vais le décaler par là. On va venir faire un truc comme ça. On va prendre ceci et on va le mettre comme ça. Sachant que ça, c'est la troisième zone de spawn, donc on s'en fout. Et en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci, la mettre par là, en la sortant des cailloux. Voilà. Et celle-ci, on va l'éloigner un peu plus du bord, enfin du point de départ, pardon, pour se mettre par ici. On va reculer légèrement la courbure. Voilà, comme ça on est pas mal. Zone de spawn 1, zone de spawn 2. Et là, on va créer quelque chose de beaucoup plus grand, puisque c'est censé être la zone finale du boss. Donc on va agrandir comme ça. Hop. Voilà. On va faire un truc propre. Comme ceci. Et là, on va reculer un petit peu, parce que du coup, il y a l'autre chaîne qui va arriver. Et on doit pouvoir laisser un passage. Comme ceci. Comme ça. Et on va même faire un truc. Alors, il nous faut quand même un passage relativement grand. Ouais, mais comme ça, c'est pas mal. Ok. Ouais, c'est pas trop mal. Ah, c'est tout de suite moins bien. Ah, là, c'est mieux. Il nous reste celui-ci qui va pas du tout. Alors voilà, on va resserrer. Comme ça, c'est bon. Là, c'est bon.
Le trou là, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon le sol on va le remplacer après. Donc dans l'immédiat, c'est vraiment pas un problème. Peut-être venir plus par là, comme ça. Toi, je vais t'allonger là-bas. Toi, je vais te faire venir plus par ici. Au pire des cas, on laisse comme ça, parce que là, on pourra combler avec d'autres éléments qu'on a dans le pack. C'est pas un problème du tout. C'est juste qu'il faut essayer de pas trop avoir de trous pour avoir un minimum à combler. Ouais, c'est mieux. Voilà. Là, on a un petit trou. C'est bon. Ok. Et ben c'est plutôt pas mal. Alors si on veut tester, on peut se faire un petit play. On va courir vers la zone 1. Je les ai pas inversés? Non, c'est bon. Oui, j'ai toujours pas réglé l'histoire du Z hauteur, mais c'est pas bien grave. Donc on va taper cela. On va taper lui. Hop. La deuxième zone a spawné plus loin. Donc vous inquiétez pas, hein, on va meubler le décor ici aussi, hein. On va pas mettre que des chaînes rocheuses, mais c'était déjà pour vous montrer le PCG. Voilà. Ici on est bon. Et du coup, le boss est apparu dans cette grande zone. Au moins ça nous donnera une grande zone pour pouvoir se battre, c'est très bien. Va quand même falloir que je le réduise lui parce qu'il est vraiment très grand. Mais du coup voilà, il est mort. Du coup, on est bon. Euh, Voyons voir. Ouais. Donc au niveau du PCG, on va dire que on peut encore peaufiner un petit peu. Voilà, ici, celui-là non, je vais le combler autrement. Celui-là pareil. Ah, ça va pas. Non, non, non. Hmm, voilà, on va dire que ça c'est bon. Ouais, mieux. Bien plus mieux. Ok, donc si c'est bon pour vous, on passe à la suite. Ok, donc maintenant on va s'occuper du sol. Pour le sol, je vous ai modélisé, alors avec mes dons de modélisateur tout à fait haut de gamme. Non, je rigole, je suis vraiment une bille. Mais je vous ai créé les dalles hexagonales. Donc pour ça, on va venir dans Assets, Meshes, Environment. Et là-dedans, on avait ça. Du coup, on va faire un new folder qu'on va appeler Ground. Donc, je vous mets le lien Gumroad, comme d'habitude, pour les télécharger. Il y en a 4. Donc, on va les importer ici. Ils n'ont pas de texture. Donc, vous pouvez décocher texture et matériel, même si normalement, Unreal devrait le détecter. Import failed. Et on peut savoir pourquoi? Ok, je reviens. Ok, bon, c'était juste un bug dans mon Unreal, c'est pas bien grave. Juste, je prie. Bon, bref. Exa. Non. Voilà. Donc, ces quatre-là. Et on les importe. Alors, vous décochez les textures et vous décochez les matériaux, c'est important.
parce que en réalité, il n'y en a pas dessus. Ça vient avec, mais c'est juste pour réserver les slots. Mais surtout, ici, il ne nous les faut pas. Si vous avez le même problème que moi et que vous n'arrivez pas à importer, vous cliquez sur Use Pipeline Default. Ça va tout vous remettre à zéro pour l'importation. On peut les importer. On va faire un Save All. Et du coup, donc vous voyez, on a les 4. Et en gros, c'est juste la hauteur qui change. Donc nous, on va se baser sur celui-ci. Le basique. Le 1 mètre de haut. Enfin, je crois qu'il... Non, il fait 40 cm celui-là. Et vous voyez, on a deux emplacements qui sont ici. Le soil et la dirt. Donc en gros, la bordure a une texture, le dessus en a une autre. On va juste venir ici, vous cliquez sur le petit œil là, et vous faites Simple Collision pour vérifier, et vous voyez, elle n'est pas bonne. Donc vous faites Collision, Remove Collision, et on va faire, vous descendez dans le panneau de droite ici, et dans Collision Complexity, vous allez faire Use Complex Collision as Simple. Enregistrer. Ça va vous permettre aussi d'avoir les bords qui vont être pris en compte. Donc il faudra le faire sur les 4, mais là je ne vais pas le faire puisque on ne va pas utiliser les autres pour le moment. Vous pourrez si vous voulez. Ça sert simplement à faire du dénivelé au niveau de votre environnement. On va revenir dans notre dossier Content et on va se créer un petit dossier New qu'on va appeler Materials. On va lui donner une couleur comme d'habitude, un machin comme ça, et un autre dossier qu'on va appeler Texture. Set color, et on va lui donner un rose saumon, ça ira très bien. Save all. On va revenir sur le site qui est ici, donc je vous mets le lien également de la texture en description. Et bon, c'est bien, vous avez vu mon prénom. Oh mon dieu, quelle horreur. Non, je rigole. Alors, ils ont changé leur site ce matin, donc je sais plus comment je m'appelle là-dessus. Qu'est-ce que... Non, c'est pas ce que je veux. Oui, Free Stylized, à propos. Pardon, voilà. Donc, de toute façon, je vous mets le lien directement de la texture, vous pourrez aller la chercher. Moi, je vais aller la prendre. Normalement, celle-là, elle est dans Grass. Ouais. Donc, vous avez toute celle-là, si vous voulez prendre une autre. Moi, je vais prendre celle-ci pour commencer. En 2K, ça suffira largement. Voilà. Et dans mes téléchargements, ici, je peux extraire mon zip, extraire tout, extraire. Et à l'intérieur, on a toutes les maps qui nous vont bien. Alors, comment je l'ai appelée celle-là? Ouais, ok. Donc, on va venir dans le dossier texture ici, et on va créer un new folder qu'on va appeler grass underscore 01. Save all. À l'intérieur, on va importer la color, l'ambient occlusion, la height map, on va pas la prendre, la roughness, et vous voyez que les normales, vous en avez deux. Nous, il va nous falloir la DX pour DirectX. GL, c'est pour les moteurs OpenGL, mais pour le coup, Unreal Engine, lui, il est sur DirectX. Save all. Donc là, on a nos textures qui sont importées. Donc si c'est bon pour vous, on va passer à la création du master material qui nous servira pour toutes les instances de sol qu'on voudra. Donc si c'est bon pour vous, on attaque ça. Ok. Donc pour notre material, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre content ici et on va revenir dans le dossier material. Si je le retrouve, il est là. Et on va créer un sous-dossier
Masters. Avec un A, c'est mieux. On va aller dedans, clic droit, Material, et on va l'appeler mm underscore stylized ground. Save all. Et vous pouvez l'ouvrir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà parce que je suis mauvais en modélisation, donc malheureusement les UV de mes sols sont vraiment pourris. Mais au-delà de ça, on a besoin d'avoir une certaine cohérence visuelle entre les éléments du sol. Donc au lieu d'utiliser des nodes qui vont appliquer le matériel par rapport à l'objet lui-même, on va faire un matériel qui fonctionne selon les coordonnées du monde. Ce qui fait que vous allez voir qu'on aura un tiling parfait et linéaire entre tous nos blocs. Et vous allez voir, ça va être super. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ici. Vous allez taper World Position, celui-ci. Ça va vous sortir le node Absolute World Position qui, comme son nom l'indique, récupère la position du monde. Et ici, soit vous tapez Scalar et vous prenez un scalar paramètre, soit vous appuyez sur la touche S de votre clavier et clic gauche. Et ça va vous poser un scalar. On va l'appeler UV underscore tiling. Alors, pour information, les scalars paramètres, ce sont des paramètres que l'on peut régler directement depuis une instance. Donc ici, je vais mettre 150. Donc c'est des valeurs que j'ai testées, hein. Et maintenant, on va aller dans notre dossier de texture, dans notre Grass One, sélectionner les 4 et on va les importer toutes les 4. On va prendre le Base Color en premier. On va le descendre un petit peu. Et ce qu'on va faire dessus, c'est qu'on va cliquer droit, Convert to Parameter. Et celui-ci, on va l'appeler Base Color. En fait, le fait de faire clic droit, Convert to Parameter, ça va permettre également de l'éditer depuis un Material Instance et donc de potentiellement mettre d'autres textures qui vont simplement conserver la logique du Master Material. C'est là tout le but d'un Master Material d'ailleurs. Vous allez faire un clic droit et vous allez faire un Constant Tree Vector, celui-ci. Clic droit, Convert to Parameter, et celui-ci, vous allez l'appeler Custom Color. En gros, ça, c'est une couleur qui va nous permettre de donner une variation à la couleur d'origine qui est là-haut. Donc pour ça, on va faire un multiply entre les deux. Donc dans le A, vous mettez bien la base color d'origine, et dans le B, vous mettez la custom color. Vous allez faire un clic droit, et vous allez faire static bool parameter, celui-ci. Et on va l'appeler use custom color. Défaut de value, vous mettez rien, parce que par défaut, on veut qu'il soit false. En gros, ça crée simplement un booléen, un paramètre booléen qu'on verra dans le matériel instance qui permet d'activer ou non l'utilisation d'un custom color. Pour ça, on va utiliser un switch. Alors c'est pas celui-là. C'est static. Non, c'est pas celui-là non plus. Bon, switch. Si, je suis con, si, bien sûr que c'est lui. Mais non, c'est pas lui.
Ça, c'est un static switch. Donc vous déconnectez ce machin. La value du paramètre va aller dans le value justement pour définir si c'est oui ou si c'est non. Dans le false, on va mettre la base color classique. On va mettre ça là. Dans le true, on va brancher le multiply. Je vous montrerai après la différence entre les deux dans un cas réel d'utilisation. Et ici, ça vous le branchez dans le base color. Donc déjà, vous voyez qu'ici, on a notre texture qui est apparue. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre l'absolute world position, mais nous, on n'a pas besoin de la hauteur, ça ne nous intéresse pas. On ne veut que longueur et largeur. Donc vous prenez le XY ici, et vous allez faire un divide par cette value. En gros, il faut faire une division de la position absolue par le tiling pour que ça donne ça. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas le Z. Dans l'aperçu, c'est moche. Dans la réalité, vous allez voir que ça pose zéro problème. Donc maintenant qu'on a fait la base color, on va faire la même chose mais pour le roughness. Donc c'est celui-ci, c'est celui qui est un peu gris. Clic droit, convert to parameter et on va appeler ça roughness. On va faire pareil, on va juste lui brancher l'UV et lui par contre, pas de chichi, on l'envoie directement dans le roughness. Même si en soi, il existe des choses qui peuvent être faites, mais pas ici. L'étape suivante, c'est la normal map, pardonnez-moi. Clic droit, convert to parameter, normal. On lui donne les UV et on envoie ça dans le normal. Voilà. Là, on devrait être pas mal. Et enfin, le dernier, c'est l'ambient occlusion, qu'on peut également envoyer directement dans l'ambient occlusion. Apply and save. Notre master material est fin prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire un clic droit dessus, create material instance, et on va l'appeler MI pour material instance underscore grass underscore 01. Save all. Et ce qu'on va faire, c'est que dans les matériaux ici, on va faire un new folder qu'on va appeler instances et on va prendre notre MI grass 01 et le mettre dans instances. Du coup, il est là. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez fermer le matériel. On va dans notre content, dans nos assets, meshes, environment, ground et notre tile 01. On peut le réouvrir. Et dans le dossier material, instances, prendre le migrass01 et le mettre ici. Et voilà ce que ça donne. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Ok, et bien si c'est bon pour vous, cette vidéo est déjà bien longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ce sol-là sur le reste de nos sols. Je vérifie que j'ai rien oublié, mais non. Si vous le souhaitez, pour ce qu'on peut faire aussi, c'est revenir ici. Dans les textures ici, vous pouvez faire ground plutôt. Et il y en a un qui est plutôt pas mal.
alors vous avez celui-ci, mais personnellement je préfère celui-là que je vais télécharger. Et en gros, je vais créer un... Bah, vous savez quoi, je vais le faire avec vous, comme ça je vous montre ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport au matériel instance. Donc celui-là il dégage, le ground 02, je vais extraire tout, oui, il est là-dedans. Mon Unreal il est là, content, texture, new folder, et on va l'appeler dirt underscore 01. On va l'ouvrir. On va prendre color, ambient occlusion, roughness et la normale DX. On les importe, save all. Et du coup, si je viens dans mon matériel ici, instance, je peux dupliquer ceci, mi underscore dirt underscore 01. Et si je l'ouvre, c'est exactement la même chose. Par contre, vous voyez qu'ici, on a des paramètres. Et en fait, ce sont tous ceux qu'on a définis précédemment. Donc, si je coche sur Use Custom Color ici, je peux, si je le souhaite, modifier la teinte de mon herbe. Vous voyez, ça permet vraiment de créer plein de variations. Genre là, par exemple, vous voyez, ça pourrait faire une espèce de variation un peu automnale, etc., etc. Donc ici, c'est pas ce qu'on veut. Je vais décocher ça, même si normalement ça ne le prend pas en compte. Nous ici, on veut modifier la base color, la normale, la roughness, et je viens de voir que j'ai pas modifié, j'ai pas mis en paramètre l'ambient occlusion. Donc je vais réouvrir ça, clic droit, convert to parameter, AO. Souvent, l'ambient occlusion, vous la verrez abrégé AO. Et du coup, je l'active aussi. Je viens dans mon dossier de texture, dans mon dirt01. Je prends ma color, je l'affecte ici. Je prends mon ambient, je ne m'attends pas, c'est là-dedans. Je prends mon ambient occlusion qui va là-haut. Je prends ma normale qui va ici. Et enfin, ma roughness qui vient ici. J'enregistre. Du coup, si je regarde dans mes instances, j'ai bien ma dirt. Je clique dessus, je viens ici. Et hop, je la mets là. Alors, c'est moche. C'est juste parce que on n'utilise pas le Z du World Align Texture. Mais si je vous fais mettre ça là, c'est pour une raison simple. C'est que si jamais il y a un petit bout qui dépasse, au moins ce ne sera pas gris ou blanc. Il y aura quand même un effet un peu terre. Voilà. Eh bien écoutez, si c'est bon pour vous, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un tas de pouces bleus sur cette vidéo, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye!